Bonjour à tous, je suis Justin Lépine, du coup je suis journaliste à Alternative économique, où je m'occupe des questions technologiques et industrielles, et du coup notamment de l'industrie et du numérique. Avant de rentrer dans le vif du sujet du débat de la journée, des conséquences de l'introduction d'outils d'IA sur le travail, sur l'emploi, etc., je vais essayer de poser un peu les termes du débat pour savoir quand on parle d'intelligence artificielle, quand on parle d'IA, on parle de quoi? C'est quoi l'IA pour essayer voilà, de savoir. Je pense que c'est important parce que l'IA, c'est une technologie qui charrie beaucoup de représentations, un imaginaire, des fantasmes. On a tous en tête des films avec des récits un peu apocalyptiques, ou Terminator ou ce autre. Donc je pense qu'il est important de décortiquer simplement ce dont il s'agit l'IA pour pouvoir appréhender la question avec un peu moins de fantasmes. Un des premiers éléments pour aborder le sujet, je pense, c'est arrêter de singulariser l'IA. Il n'y a pas une IA, il y a des outils, des solutions d'IA qui relèvent du champ de l'IA. C'est pas une intelligence artificielle qui est au-dessus de l'intelligence humaine. Il y a des outils qui relèvent d'un champ de l'intelligence artificielle. Donc je pense qu'il faut, pour être précis, il faut plutôt dire des outils d'IA ou des solutions d'IA. Ensuite, c'est quoi l'IA? L'IA, pour être simple, c'est une discipline. C'est une branche de l'informatique, on pourrait dire, qui peut avoir de multiples applications. Si je devais essayer de donner une définition, on pourrait dire que c'est une machine capable de reproduire une faculté humaine qu'on attribue à de l'intelligence. Du coup, elle le reproduit artificiellement. Du coup, on appelle ça de l'intelligence artificielle. On a une définition très très simple. Pour faire un petit détour historique sur la définition et les origines de l'IA, un des pères fondateurs de l'IA, c'est Alan Turing. C'est un informaticien britannique. Et ce monsieur, il a écrit dans les années 50 que, selon lui, il a émis un test qu'on a du coup appelé le test de Turing. Et il estimait que dans une cinquantaine d'années, ce test serait réussi. Ce test, c'est le suivant, c'est si un homme parle à une machine et à un homme, sans savoir qui est qui, s'il n'arrive pas dans les réponses que lui donnent l'homme et la machine, dans le fond comme dans la forme, à distinguer qui est la machine, le test de Turing est réputé à passer. Ça veut dire que la machine est une intelligence artificielle parce qu'elle a réussi artificiellement à reproduire une faculté qu'on attribue à l'intelligence humaine. Donc ce test énoncé dans les années 50, on estime qu'il a été réussi dans les années 2010. Il y a une controverse pour savoir si c'est effectivement réussi, si c'était pas avant, enfin voilà, etc. Je rentre pas dans ces débats-là, mais tout ça pour dire que c'est pas nouveau. Enfin, les bases de cette technologie-là, elles sont assez anciennes, mais on a eu des progrès, les progrès de l'informatique, les progrès technologiques des 20 dernières années ont permis au champ de l'IA de faire des progrès très très importants. Ensuite, du coup, il peut y avoir beaucoup d'applications à l'IA. Je vais en lister quelques-unes. Peut-être une des premières, c'est la vision par ordinateur. Donc ça va être la reconnaissance d'image. Pour donner des exemples très simples, distinguer un chien d'un chat, distinguer des panneaux stop d'un CD de passage, d'un sens interdit, etc. Ça peut être aussi la reconnaissance faciale, donc reconnaître le faciès d'un individu. Je pense que beaucoup l'expérimentent chaque jour pour déverrouiller son téléphone. On le met devant soi, ça nous reconnaît, ça le déverrouille. C'est de l'intelligence artificielle. On l'a aussi depuis de nombreuses années dans les aéroports. On passe le passeport et il y a un Michel qui scanne notre tête, vérifier que ça correspond bien aux données biométriques qui sont dans le passeport. Donc voilà, ça pour dire que c'est des technologies assez anciennes. Il y a aussi dans le domaine de l'automobile, par exemple, un logiciel qui s'appelle Park Assist, qui est une aide à se garer. En gros, c'est un peu bête, hein, voilà, faire un créneau tout seul. Il reconnaît où est le trottoir, où sont les autres voitures, et il fait le créneau en fonction. Et ça va vers des éléments un peu plus complexes avec tout le véhicule autonome, les progrès où la voiture double tout seul, etc. Mais finalement, ça reste de la vision par ordinateur, de la reconnaissance d'image. On reconnaît la voiture, on reconnaît, etc. Il y a aussi la reconnaissance vocale. Là, on a on a tous en tête le Siri sur Apple pour l'iPhone. Ok Siri, est-ce que tu peux me donner quelle est la météo à Clermont aujourd'hui? Voilà, il reconnaît ce qu'on dit. Idem le OK Google. Quand on lui demande quelque chose, ça c'est la reconnaissance vocale. Ensuite, il y a les agents conversationnels. Donc ça c'est plus connu sous le nom de chatbot. Mais en gros, c'est un outil qui permet de mimer une conversation, qu'elle soit orale ou écrite. Donc là, ça peut aller encore une fois d'éléments assez simples, gérer le SAV d'une entreprise ou
On va trier les premières demandes des clients. Est-ce que c'est un problème de facturation? C'est un problème de réception produit, de défense du produit, etc. N'importe quoi, on va trier ça. Voilà, ça peut être un outil d'IA, mais c'est dans un cadre assez délimité et assez simple. Ça peut aller à des chatbots beaucoup plus complexes comme ChatGPT, qui sont capables de produire des réponses larges, argumentées et précises sur un nombre de sujets très très importants. Voilà en gros plusieurs applications. Pour continuer à démystifier un peu les outils d'IA, comment ça marche? Je pense que c'est bien de connaître les principes de base du fonctionnement d'un outil d'intelligence artificielle. Ça permet d'appréhender la question avec un peu plus de distance et de regard critique quand notamment une direction va arriver avec un projet d'introduire un outil d'IA dans un processus de production, dans une organisation du travail. Je pense que c'est important de connaître en gros ça marche comment pour pouvoir avoir un peu plus de distance et de critique. Pour faire simple, l'IA, c'est deux choses. C'est un algorithme et des capacités de calcul. On va commencer par l'algorithme. L'algorithme, c'est une suite de tâches à effectuer dans un ordre précis. Si je donne un exemple très simple, une recette de cuisine, c'est un algorithme. Pour faire un risotto, il faut couper l'oignon, mettre de l'huile dans la poêle et mettre l'oignon dans la poêle, etc. Je m'arrête là dans la recette. Mais si on ne coupe pas l'oignon avant, on met l'oignon entier et on le coupe après qu'il est revenu, le risotto n'aura pas le même goût. Donc il faut bien une suite de tâches effectuées dans un ordre précis. Idem, la résolution d'un Rubik's Cube, c'est un algorithme, il faut tourner comme ça dans tel sens, etc. Pour arriver au résultat final. Si on ne respecte pas l'ordre, ça ne marche pas. Dans l'IA, on parle d'algorithmes mathématiques. Donc pour le dire simplement, c'est une succession de formules mathématiques à résoudre. Mais l'une des forces et des puissances des outils d'IA, c'est leur capacité à apprendre et à s'améliorer. On parle de machine learning. Il y a beaucoup de jargon dans ce domaine et d'anglicisme. On parle de deep learning, de réseau de neurones. Ça paraît assez abstrait, mais l'idée derrière est en fait assez simple. La machine learning, c'est l'auto-apprentissage, l'apprentissage machine ou l'apprentissage automatique. Comment ça marche? En fait, quand un informaticien ou un ingénieur développe un outil d'IA, du coup, il développe son algorithme, donc une suite de tâches, une suite de formules mathématiques à résoudre, il l'entraîne avec un jeu de données, avec des données. Les données, c'est tout à fait central, c'est la matière première de l'intelligence artificielle. Les données, ça peut être une image, des sons, des vidéos, du code, du texte, etc. Donc, il l'entraîne, il met une donnée entrante dans cet algorithme qui va donner une réponse. Si je reprends l'exemple d'un algorithme, une IA qui va essayer de reconnaître un chien d'un chat, il va essayer de reconnaître, ok, bah ça c'est le moustache dans les pixels de la photo, etc. Et en fait, on va, dans cette phase d'apprentissage, si on lui promet une photo, l'algorithme ne va pas forcément reconnaître le chien du chat, il va se tromper, on va du coup modifier les paramètres de cet algorithme, c'est-à-dire qu'on va modifier le poids de chaque étape de l'algorithme dans le résultat final pour l'améliorer. Donc ça prend du temps. Et il faut savoir que dans le domaine de l'IA, on est dans des ordres de grandeur qui sont assez gigantesques. Sur ces éléments à pondérer, dans les grands modèles comme ChatGPT, on est sur des centaines de milliards d'éléments à pondérer. Donc c'est vraiment un entraînement qui est long et un nombre d'étapes très très important. Les données, c'est pareil, on est dans un ordre de grandeur tout à fait gigantesque, on parle de big data. Donc pour ChatGPT, pour vous donner un exemple, le nombre de données qui a été utilisé pour l'entraînement, c'est des milliers de milliards. Du coup, c'est vraiment, on va entraîner comme ça un algorithme en mettant des données, ok, on règle un peu, on pondère chaque élément de la formule dans le résultat final pour améliorer le taux de réussite. Mais tout ça pour vous dire qu'on est dans une ordre de grandeur avec des masses de données qui ne sont pas gérables ni incorporables par l'humain. Parce qu'on parle de milliers de milliards, on ne peut pas nous ingérer un telle quantité de données. Si je prends un exemple, par exemple, dans l'imagerie médicale, si on veut entraîner un outil d'IA à reconnaître des tumeurs précoces, etc., avec de l'imagerie médicale, on peut lui soumettre des millions, des dizaines de millions d'images médicales, de cancers précoces, etc., pour l'entraîner. Ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement mieux qu'un médecin, mais elle a en tout cas la faculté de pouvoir avoir en son mémoire et d'avoir été entraînée avec un nombre de données que l'humain ne peut pas gérer. Donc ensuite, j'ai dit l'IA, c'est deux choses, les algorithmes et les capacités de calcul. Quand on entraîne une IA, du coup, on met une donnée, grosso modo, c'est
je tiens très simple, mais une grosse calculette qui fait un calcul, c'est un ordinateur complexe qui fait ce calcul-là, donc ça chauffe, ça demande des capacités de calcul très très importantes. Quand je dis que c'est des milliards de données entraînées, du coup ça demande des capacités de calcul très très importantes. On parle de supercalculateurs. Pour donner un exemple, un supercalculateur, ça prend la taille d'un hangar, c'est vraiment des très très gros ordinateurs. Donc, et on arrive à un degré de complexité tel qu'en fait, des fois, les chercheurs ne savent pas forcément expliquer pourquoi la solution d'IA a trouvé la bonne réponse. C'est-à-dire qu'elle y est arrivée, on voit que c'est bon, le résultat est juste, mais on ne sait pas l'expliquer. Parce qu'en fait, notamment dans l'apprentissage non supervisé, on a des outils d'IA qui vont modifier elles-mêmes la pondération de chaque élément, qui vont se modifier elles-mêmes l'algorithme pour améliorer leurs résultats. Du coup, on voit, on constate que la réponse se donnée est bonne, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. Ça pose des questions d'explicabilité très très importantes. Voilà. Une fois qu'on a développé cet outil d'IA, enfin l'entreprise qui a fait ça, elle le propose sur le marché, voilà, elle le met opérationnel, et là l'outil d'IA peut trier des céréales sur une ligne de triage en enlevant les graines pourries, etc. Ça peut être, pour reprendre un exemple, dans une boîte, un agent conversationnel qui va trier les demandes des clients, etc. Voilà. Là aussi, ce fonctionnement, ça demande des capacités de calcul, parce qu'il y a à chaque fois une donnée entrante, la céréale, la demande d'un client, etc. Et elle effectue son calcul pour donner une réponse. Voilà en gros comment ça fonctionne, enfin les grands principes de base. Après, il y a plein de complexités, mais ça vous donne en gros, dans un truc très simple, un truc très compliqué, c'est ça, pour le dire très simplement, l'architecture d'un outil d'intelligence artificielle. On comprend le potentiel puissant d'une telle technologie, d'où les expressions de révolution technologique, de quatrième révolution industrielle, de révolution industrielle, avec l'idée un peu, à travers cette expression, qui a un grand soir, ça va être quand le grand soir de l'IA. Là-dessus, je pense qu'on peut aussi démystifier, il n'y a pas de grand soir de l'IA, en fait. La révolution industrielle, c'est pour hier, aujourd'hui et demain, en fait, elle est déjà en cours, on vit depuis une décennie ou deux, il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont déployés dans nos systèmes d'organisation. Il y en a plein. Pour vous donner un exemple un peu tout bête, le logiciel qui trie les spams sur le mail, enfin, la plupart des logiciels, donc le courrier indésirable, c'est un outil d'IA. Donc là, on reçoit tous des mails sur notre Gmail, Hotmail, etc. Et c'est un outil d'IA qui trie, bah non, ça on met dans le spam, etc. Donc ça, c'est quelque chose, enfin, il y a plein d'exemples comme ça pour dire qu'en fait, cette révolution technologique, elle est en cours. Après, elle s'accélère, elle pose plein de questions, mais il n'y a pas un grand soir où du jour au lendemain, la machine n'a plus de pouvoir. Cependant, depuis 1 an ou 2, on vit à un stade de l'IA qui est arrivé à terme, enfin du coup qui est arrivé à une forme d'IA qui est arrivée à être opérationnelle, c'est ce qu'on nomme l'IA générative. C'est un outil d'intelligence artificielle qui est capable de générer elle-même des contenus, que ce soit texte, vidéo, images, code, son, etc. Donc ça, c'est quand même un peu un changement, parce qu'avant, l'IA, elle était plutôt dans des outils d'aide d'assistance à un humain, et là, on a des outils qui sont capables de produire entièrement un contenu. Du coup, ça pose des questions quand même, ça pose des questions un peu autres. Donc les exemples de ça, c'est ChatGPT, c'est DALL-E, c'est Midjourney, qui sont capables de produire des images, tout seuls. On leur envoie un prompt, leur dire tu peux me faire une image de Macron qui fait ça, etc. Donc ça pose plein de questions. Et du coup, depuis fin 2022, notamment la sortie et le succès de ChatGPT, il y a plein d'annonces de progrès de l'intelligence artificielle générative, des investissements assez importants dans ce secteur. Je glisse au passage une petite critique économique sur le sujet. Il y a même un peu une bulle sur l'IA générative, c'est-à-dire que les investissements et les valorisations des entreprises sont un peu supérieurs au marché escompté réel. Voilà, c'est un petit bref. Ensuite, se pose la question, est-ce que ces outils d'IA, c'est fiable? Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Peut-être là, il n'y a pas de réponse absolue à poser, ça dépend de chaque outil, etc. Mais une façon d'essayer de répondre à cette question pour chaque outil, c'est voir comment elle a été entraînée, comment elle a été faite. Et là, la question de la qualité et de la diversité des données est tout à fait centrale. Je prends un exemple tout bête. Si on apprend un enfant à reconnaître une vache, on va lui montrer des photos de vaches de face, on va dire ça c'est une vache, ça c'est une vache, non ça c'est un renard, c'est un cheval, etc. Mais on lui montre des photos de vaches que de face. Ensuite on l'amène dans la campagne, il voit des vaches, quand il voit une vache de face, il va la reconnaître.
Mais s'il voit une vache de dos, de profil, il ne va pas reconnaître parce qu'il a été entraîné, appris avec uniquement la tête d'une vache de face. L'IA, c'est pareil. Enfin, je prends cet exemple bête et simple pour dire que l'IA, si on a des données de faible qualité et pas suffisamment variées, elle peut avoir des réponses qui sont pas bonnes. C'est pareil que l'enfant. Si je prends un cas un peu plus pratique, si on cherche à demander à un outil d'intelligence artificielle de lui poser un cas juridique un peu complexe, on peut demander à ChatGPT, on va avoir une réponse assez argumentée qui semble assez convaincante. Mais ChatGPT, il a été entraîné avec l'intégralité des données du web. Dans les données du web, il y a plein de choses très très bien. Il y a tout Wikipédia. Je pense que si on lit tous l'intégralité de Wikipédia, on a quand même appris un certain nombre de choses, mais ça prendrait quelques années. Mais dans le web, il y a aussi des données de faible qualité, qui sont même des mensonges, des choses de très faible qualité. Et si je prends une autre IA, un outil d'IA qui s'appelle GenIA, qui a été développé par une entreprise qui s'appelle Dalloz. Dalloz, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un éditeur de textes juridiques français. Je crois que ça date du 19e siècle, c'est très sérieux, c'est vieux, etc. Ils ont entraîné un outil d'IA avec leur base de données qui est composée de tous leurs textes de jurisprudence français depuis des décennies, etc. Donc c'est des données qui sont très très sérieuses, etc. Donc on a a priori une base de données de très haute qualité avec très peu ou pas de données de faible qualité. Donc on peut se dire, a priori, pour un cas juridique pratique dans le contexte juridique français, cet outil d'IA est un peu mieux que ChatGPT, même si ChatGPT va s'améliorer, être très puissant, etc. Mais cet exemple pour vous dire qu'il est important de savoir comment cet outil d'IA a été entraîné, avec quoi, quels ont été les choix algorithmiques qui ont été faits pour pouvoir essayer de juger comment ça marche et comment est-ce qu'on peut avoir la fiabilité dans la réponse qui va être donnée. À travers cette question se pose la question de la correction des biais. Dans l'IA, c'est quelque chose d'assez important. On a énormément de biais à corriger. On a des outils d'IA qui parfois ont donné des réponses racistes, des réponses sexistes, etc. Je donne quelques exemples. Par exemple, dans le traitement des candidatures, on avait une IA d'Amazon qui a été créée en 2018, qui on s'est aperçu après coup, parce qu'on l'a mis opérationnel, qu'elle défavorisait les femmes et qu'elle leur proposait des salaires inférieurs. Idem aux États-Unis, on a eu aussi eu un cas d'une IA dans les banques pour calculer les frais d'hypothèque. On s'est aperçu qu'elle proposait des montants plus élevés pour les personnes noires ou latinos que pour les personnes blanches. Donc là, c'est vraiment des cas de discrimination, de choix discriminant de la part d'une IA. Là encore, c'est pas l'IA qui réfléchit, qui est devenue sexiste ou raciste, comme si elle a reproduit le monde tel qu'on lui présente, si on l'a entraîné avec des données du marché du travail actuel. Ça veut dire un marché du travail où les femmes sont moins bien payées, où les postes à responsabilité sont occupés majoritairement par des hommes. Elle a reproduit le monde tel qu'on lui a montré. Donc elle peut même amplifier cette discrimination-là si elle automatise tous ces choix-là. Donc c'est important de savoir qu'il peut avoir ça, et que du coup il y a un enjeu à correction de ces biais, et du coup de questionner comment une IA a été entraînée, avec quel type de données, est-ce que les éventuels biais ont été corrigés. Il y a aussi un autre écueil là-dessus, c'est est-ce que les équipes d'ingénieurs ont pu corriger ces biais, et un des sujets, c'est que les équipes d'ingénieurs IA informaticiens sont plutôt composées majoritairement d'hommes, et d'hommes plutôt blancs. C'est-à-dire qu'on arrive à... Des fois, ces équipes-là peuvent reproduire certains stéréotypes. C'est pour ça qu'on a notamment dans la reconnaissance faciale des taux de réussite plus faibles pour les personnes noires, et encore plus pour les femmes noires. C'est vraiment des non-corrections de biais. Voilà pour vous faire un peu un premier panorama de comment ça marche l'IA. Je ne sais pas du tout coder une IA, c'est juste poser les principes de base, comment ça fonctionne, et après, ça on le retrouve pour un outil très simple, un outil très, très complexe. Et je pense une des façons pour aborder l'IA, deux écueils à éviter aussi dans les discours, notamment des entreprises qui vendent ces solutions d'IA, ou voilà, deux écueils, mais qu'on retrouve pas que pour l'IA, pour
pour toutes les technologies, c'est éviter ce qu'on appelle le déterminisme technologique ou le solutionnisme technologique, c'est-à-dire la technologie est la solution à tout. En fait, c'est le discours, c'est-à-dire on a pensé cette technologie pour répondre à ce problème-là, donc vu que c'est pensé, c'est mathématique, ça va marcher. En fait, on intègre des technologies, des outils d'IA dans des sociétés humaines qui sont complexes. Il y a des rapports de force en son sein et ça ne produit pas forcément le résultat escompté parce qu'il y a X facteurs où les humains ne sont pas des formules mathématiques. Voilà, et à l'inverse, il faut aussi se méfier du discours de neutralité technologique qui consiste à dire que c'est qu'un outil, c'est neutre, ça ne fait pas de choix, ça dépend de l'usage qu'on en fait, etc. Un outil, il n'est pas neutre, il a été conçu par un acteur, par une entreprise qui a une vision du monde, qui a un intérêt, qui a une vision de sa technologie, et ça va transparaître de manière ou d'une autre dans cet outil. Du coup, c'est pas neutre. Voilà. Je pense qu'il faut un peu se méfier de ces discours-là qui sont des fois assez présents dans ce domaine-là, ou notamment dans le domaine de l'IA. On a parfois un peu tendance à mettre le mot intelligent derrière un peu tout. Voilà, ça peut être des outils qui sont très très puissants, mais voilà, je pense quelques conseils sur comment essayer d'aborder la chose. Et je vais passer la parole maintenant à François-Xavier Petit. Pour une fois, voilà, je vais essayer de vous expliquer comment ça marche, c'est quoi l'IA, et maintenant on essaie de répondre à la question, ok, mais c'est quoi ces effets sur le travail et l'emploi, que disent les études ?